Constitution du Burkina Faso, que changer, quand et pourquoi? Agent de santé du public, le gouvernement recadre la présence au niveau du privé. Et puis au Sénégal, fin de suspense pour la candidature de Macky Sall. Voici les grands sujets de votre émission, la tribune des éditos. Ce grand rendez-vous de votre télévision Twi TV pour décrypter, analyser et bien sûr parcourir l'actualité nationale et internationale à travers les commentaires et aussi les analyses des différents médias. Et pour cette tribune, je suis accompagné par 4 professionnels des médias. Nous avons Joachim Vokouma, directeur de publication du journal en ligne Kasseto.net, Ousmane Paré, journaliste indépendant, Issa Sigiré, journaliste aux éditions Le Pays et Idrissa Koumbem, journaliste à la Lettre du Faso. Avant le premier sujet, le verdict du procès de l'affaire Appel à incendier le palais du Mogonaba est enfin connu. Les peines vont de 6 mois avec sursis à 4 ans ferme et des amendes allant 2 millions à 5 millions de francs CFA. Joachim Vokouma, quelle appréciation faites-vous déjà de ce verdict? On va dire qu'on est soulagé pour nos 2 confrères qui ont été relaxés au bénéfice du doute. Voilà, j'ai assisté au procès et j'avoue que j'avais peur pour eux. Bon, Dieu merci, ils ont été relaxés. C'est une bonne nouvelle pour eux. Bon, maintenant, pour les autres, bon, même pour le confrère, je pense qu'ils ont son avocat, il a fait un très bon travail. J'ai assisté à la défense et ça a beaucoup joué. Parce que quand j'ai écouté les éléments que le parquet a produits et lorsqu'il a pris la parole, il a commencé à interroger le commandant Sawadogo. Bon, c'était du travail. Bon, je pense que c'était un travail bien fait et ça a porté ses fruits. Pour les autres, bon, le verdict est tombé. On prend acte. Il n'y a pas de commentaire particulier comme ça à faire. Et le procès a été libre en tout cas. Tout le monde a pu plaider sa cause. Et comme ils ont encore 2 semaines pour faire appel, s'ils ne sont pas satisfaits du verdict, bon, on va attendre de voir. Mais comme on l'avait déjà dit dans le passé, ça c'est un procès qui laisse un goût amer parce qu'on sent que comment dire, ce ne sont pas les seuls acteurs de cette affaire-là. Parce que j'imagine mal ceux qui étaient au tribunal là pensaient une seule seconde qu'ils peuvent provoquer une insurrection populaire comme en 2014 ou faire un coup d'État classique, donc la prise par les armes pour prendre le pouvoir. Donc eux, ils ont été jugés, mais je pense qu'il doit y avoir une suite de ça, sinon le feuilleton, le film n'est pas totalement terminé. D'accord. Alors, Ousmane Paré, Marcel Tankwano, il s'en sort avec la peine la plus lourde de ce verdict. Qu'est-ce que vous en pensez? 48 mois de prison ferme. Non, je crois que les décisions de justice, c'est difficile justement de les commenter. Le juge, il décide en âme et conscience au regard donc des éléments de preuve qui lui ont été présentés. Et vous savez que le jugement a plusieurs objectifs. Donc, lui seul sait pourquoi il a pris cette décision. Mais on se réjouit déjà pour nos confrères. Parce que vous savez que très souvent, on se retrouve dans des situations assez difficiles. Et chaque fois qu'on en a parlé, c'est ce qu'on a essayé de faire sortir. Parce qu'au début, on disait tout simplement que c'était une question de non-dénonciation. Alors qu'en tant que journaliste, souvent, on sait beaucoup de choses. Mais justement, le métier ne nous permet pas d'aller de tout dire. Et vous avez vu cette affaire avec l'événement, on dit de dévoiler les sources. Donc les gens n'ont pas toujours la même lecture justement de nos, de nos principes et du système de fonctionnement, par exemple du journalisme. Donc là déjà on peut se réjouir. Mais au-delà, je crois que la question fondamentale que le procès soulève, c'est en fait quel État en réalité nous voulons pour le Burkina. Quel système nous voulons pour le Burkina? Moi, je n'arrive toujours pas à comprendre pour des gens qui applaudissent un coup d'État que ces personnes se retrouvent en train d'en vouloir à d'autres personnes parce que ces personnes ont voulu faire un coup d'État. Ça peut paraître banal, bizarre ce que j'ai dit, mais je crois que c'est ça un peu le fond en réalité de ce que nous traversons. Est-ce que nous maintenons le fait qu'on puisse avoir accès au pouvoir que par la voie des urnes, selon la Constitution, quand il y a une défaillance, peut-être qu'on puisse faire recours au président de l'Assemblée nationale, donc dans un contexte normal, ou est-ce qu'on admet justement que, selon certaines situations, on puisse arriver au pouvoir
par un coup d'État. Donc ça, c'est une question fondamentale qui se pose. Et on va en parler parce que vous dites qu'on va parler de la question de la Constitution. Vous avez vu le débat qu'il y a eu autour de la proposition de Constitution qui était dans le coulisses Roch Kaboré avec la pénalisation de l'insurrection. Donc on se pose toujours la question, est-ce qu'on peut arriver au pouvoir au Burkina par une insurrection? Est-ce qu'on peut arriver au pouvoir au Burkina par un coup d'État? À l'issue du procès, il va falloir que les organisations de la société civile, les vrais, les crédibles, puissent poser le débat et orienter, éclairer davantage les opinions par rapport à ces questions. Ce n'est pas une question marginale pour moi. L'autre chose qui en découle, c'est la question justement des acteurs qui pervertissent en réalité notre monde, le Burkina, notre société. Et la question d'argent. Et la question de l'entrepreneuriat politique. Est-ce qu'on s'arrête là ou est-ce qu'on va au fond? Parce que pour moi, c'est vraiment ça le fond du problème que nous traversons. Donc il va falloir qu'on parte de là et qu'on puisse assainir. Je crois que le procureur a tous les moyens aujourd'hui d'assainir le milieu. Vous avez vu toutes les manifestations récemment, il y a eu une manifestation qui s'est tenue, mais quand vous discutez avec certaines personnes, l'argent a circulé. Donc il y a des gens qui vivent de ça. Est-ce que ça doit continuer ou est-ce que ça doit s'arrêter à un certain moment? Je pense que si on se penche vraiment sur ces questions, ça va permettre d'assainir la société, ça va permettre d'assécher les sources de financement donc de tous ces individus. Et si on arrive aussi à mieux s'orienter sur la question de la gouvernance et le mode d'accès au pouvoir, je crois que en fait on aura de moins en moins ce genre de problème. Maintenant, au-delà, j'espère que chacun va tirer toutes les leçons de cette situation et que surtout en tant que journaliste aussi, on saura peut-être où mettre les pieds, avec qui discuter ou peut-être avec qui ne pas discuter. D'accord. Alors, Idriss Koumbem, pour ce verdict, est-ce que le droit a été dit selon vous? C'est difficile de dire d'apprécier la question, à savoir si le droit a été dit ou pas, mais ce que l'on sait déjà, c'est que ce sont des magistrats professionnels qui ont travaillé, en tout cas selon la loi, qui ont apprécié les éléments qu'ils avaient à leur disposition et ce que les gens ont dit à l'audience, et c'est bien sûr en fonction de cela que voilà, le verdict a été rendu. Et il vous souviendra que quand le procureur voulait faire ses réquisitions, il a dit qu'il est au regret parce qu'il aurait souhaité que les peines aillent au-delà. Voilà, de ce qu'il a recueilli, mais que c'était la loi qui encadrait en tout cas ces peines-là à 5 ans. Je pense que c'était en tout cas les peines en tout cas maximales qu'il avait pris, qui étaient les 5 ans plus les amendes de 10 millions pour Marcel Tankwano. Et quand on regarde pour la plupart des cas aussi, on voit que le tribunal a suivi un peu les réquisitions, même si ça a été revu à la baisse pour certaines personnes. Voilà, tous ceux pour qui on avait requis en tout cas des peines, pour ceux qui avaient appelé à brûler le palais, qui étaient impliqués ou supposés impliqués dans la production des audios, ont été condamnés. Il y a 2 qui ont été en tout cas relaxés au bénéfice du doute, et c'est là aussi il faut apprécier aussi le professionnalisme des juges, parce que il faut pas condamner. Il y a des gens qui souhaiteraient qu'on condamne parce que c'est une telle personne, la personne a des opinions peut-être contraires à ce qu'il a et qu'il faut les condamner dans cette affaire, mais je crois que les juges sont restés professionnels et ils ont relaxé déjà parce qu'ils étaient poursuivis pour ce qui est du cas de journaliste Lukman Sawargo allait pour faire des délits de non-dénonciation. Bon, je crois que quand on a vu à la lumière de ce qui a été montré à l'audience, les uns et les autres avaient compris que pour d'autres infractions, on ne pouvait pas être certain, mais pour le cas de non-dénonciation, il n'y avait rien dans le fond. Donc je crois que le droit a été dit, et c'est vraiment tout à leur honneur aussi, à l'ensemble des accusés et aussi au corps des juges qui ont travaillé à rendre en tout cas un verdict qu'on peut dire acceptable. D'accord. Alors, Issa Sigiré, en fin de compte, quelles sont les leçons à retenir de ce procès? Beaucoup de leçons à retenir. Je ne ferai pas de fixation pour nos confrères parce que quand on est
à la base, on est tout simplement burkinabé. À ce que je sache, ils ne sont pas là-bas ou n'ont pas été à la base pour, dans le cadre de l'exercice de leur fonction de journaliste. Ils étaient là-bas pour autre chose. Donc si on doit apporter des appréciations, ce sont des appréciations en tant que citoyen burkinabé. Et je pense que ce procès était plus qu'un cours en sciences politiques, parce que moi j'ai suivi et j'ai été très édifié, et parce que chacun quand même a eu la possibilité de s'exprimer et d'expliquer les actes qu'il a posés au cours de cette période, lesquels actes les ont conduits devant le juge. Et j'ai été surtout peiné de voir, parce que quoi qu'on dise, il y a eu des condamnations. S'il y a eu des condamnations, c'est que la justice estime qu'il y a eu des actes qui ont été posés, des actes qui ne sont pas corrects dans une république. Et donc, ce qui a été dit, ce que j'ai entendu au procès, ça m'a fait mal, parce que comment des individus peuvent aller parler de l'avenir du Burkina Faso dans des groupes WhatsApp et prendre le pouvoir de cette façon-là, parce que c'était ça qu'il s'agit. Mais je reste encore sur ma faim, parce qu'on n'est pas allé au bout de la logique. Si la volonté était de prendre le pouvoir, ça ne peut pas se limiter à ceux qui ont été condamnés. À ce que je sache, Marcel Tankwano ne s'est pas tiré, ne s'est pas utilisé une calache, en tout cas officiellement non. Donc il faut qu'on aille au-delà, il faut qu'on crée davantage, parce que le prochain procès a pour principal objectif de donner des leçons à titre pédagogique, de sorte que personne n'aille encore dans ce sens-là. C'est en ce sens que je veux qu'on aille jusqu'au bout de la logique. De toute façon, il faut aussi féliciter la justice burkinabé qui a travaillé en toute indépendance, parce que s'il y a des personnes qui ont été relaxées au bénéfice du doute et d'autres ont été condamnées, c'est qu'on a fait la part des choses pour pouvoir dire comment on appelle ça, dire le droit. En tout cas, je me réserve de commenter une décision de justice. Félicitations à ceux qui ont été relaxés, pas parce qu'ils sont journalistes, non, parce que simplement ils sont des citoyens burkinabés. Et lorsque on vous accuse de quelque chose, lorsque vous avez dormi dans une prison 1 jour, 2 jours, 3 jours dans une prison, et que au final on vous relaxe pour bénéfice de doute, bon, il y a de quoi vous féliciter. Et aussi ceux qui accusent aussi fassent beaucoup attention, parce qu'aujourd'hui ils bénéficient, ils sont relaxés, ils n'ont rien fait en un mot. Voilà. Mais est-ce qu'on peut les dédommager pour le nombre de jours qu'ils ont passé en prison? Donc félicitations à la justice qui a quand même donné une suite, en tout cas rapide, pour que le droit soit dit en faveur de tout le monde. D'accord. Autre actualité qui ne saurait être passée sous silence dans cette tribune, le gouvernement en Conseil des ministres a décidé de réglementer désormais les interventions des agents publics de santé dans les structures sanitaires privées. Joachim Voukouma, comment vous appréciez une telle décision? Je trouve que c'est une très bonne décision. C'est une très bonne décision. À l'application, on verra les insuffisances qu'il faut corriger. Mais sur le principe, je suis d'accord, parce que tout le monde est témoin de pratiques malsaines, inacceptables, des professionnels de santé, des médecins ou des infirmiers qui passent quelques heures à l'hôpital, dans le service public, et qui passent l'essentiel de leur temps dans les cliniques privées, où ils font des vacations. Ça, c'est devenu, pour certains même, ils passent plus de temps dans les cliniques privées que dans les hôpitaux ou dans les structures publiques. Ce qui n'est pas normal, alors qu'ils sont salariés de la fonction publique. Ça, tout le monde a remarqué ça. Et on sait même qu'il y a des médecins qui recrutent, entre griffes, des malades qui renvoient dans les cliniques où ils interviennent. Ça, c'est pas normal. Ça, c'est une bonne chose. À l'application, on verra. Mais vous savez, au Bénin, à côté, la question a été réglée. Depuis 2018, la question a été réglée. On a demandé aux professionnels de choisir.
Ou tu es dans le privé, ou tu es dans le public. Mais tu ne peux pas faire les deux à la fois. Et ça a été réglé, les gens ont choisi. Et le plus important, c'est que ils ont mis en place une police pour veiller à l'application de la mesure-là. Et ceux qui ont tenté de contourner la loi ont été sanctionnés. Ça a été suivi pendant quelques temps. Et puis après, c'est rentré dans les mœurs, dans les habitudes. Il ne viendra plus à l'esprit d'un médecin béninois de chercher à tricher entre sa présence à l'hôpital et dans une clinique privée. C'est terminé. Donc, le Burkina semble être sur la même logique. C'est sur la même dans 2 ans également, voilà, devons faire le choix entre le public et le privé. Absolument. Maintenant, c'est sûr que, comme je disais tout à l'heure, on verra les insuffisances qu'il faut corriger, parce que, bon, comme le disait Afov, il y a peut-être des spécialités qui vont manquer. Mais après tout, quand on a été formé et qu'on a choisi de travailler dans l'hôpital, bon, on doit consacrer son temps normalement à l'hôpital. C'est vrai aussi que les structures publiques ne sont pas suffisamment grandes pour absorber la demande des patients, d'où les cliniques privées. Je ne suis pas contre les cliniques privées, il faut d'ailleurs, s'il y aurait des conventions avec elles, c'est nécessaire, c'est comme dans l'enseignement. L'école publique ne peut pas absorber tout le monde, donc le privé est là pour compléter. Et c'est la même chose, sauf que effectivement, bon, on ne peut pas laisser faire tout et n'importe quoi. Au Bénin, ils ont fermé des cliniques privées qui n'étaient que de nom, parce qu'ils ne remplissaient pas les conditions. Si on doit faire la même chose ici, on va fermer des cliniques. D'accord. Alors, est-ce que vous partagez le même point de vue que Joachim Vokuma quant à cette décision qui serait attendue? Tout à fait. Même si j'ai des réserves par rapport à l'application, mais je suis tout à fait d'accord. Et il le fallait, parce que pour qui connaît le fonctionnement de nos hôpitaux, je crois qu'il y a beaucoup de problèmes. Quand vous discutez avec les responsables des hôpitaux, il y en a qui sont devenus des intouchables. Une fois, il y a un DG d'un grand hôpital, pour ne pas le nommer à Yalgado, qui expliquait une situation, vous avez des spécialistes qui peuvent vous taper des mois sans venir. Il y a des situations, quand on vous explique, ça fait pratiquement couler des larmes. Et pire, on a vu des situations où même du matériel qui a été acquis pour certaines unités se sont retrouvés dans des structures privées. Donc je crois qu'il y avait vraiment une situation quand même très très difficile à gérer. Donc je crois que cette mesure va permettre peut-être d'assainir, même si je dis des réserves par rapport à la mise en œuvre. Ça peut partir donc de la capacité, des privés à se trouver, donc notamment des spécialistes pour assurer le service, en tout cas pour continuer le service, parce qu'il y en a qui n'avaient pas du tout, mais qui, à travers ce trichement, donc arrivaient à fonctionner normalement. Et aussi, on va attendre de voir l'offre aussi que certains privés vont faire donc à certains spécialistes, pour ne pas aussi qu'on se retrouve dans une situation où ces hôpitaux publics vont manquer justement de certains spécialistes qui vont préférer aller donc au niveau des structures privées. Donc je crois qu'il y aura donc besoin donc de faire le suivi à ce niveau, et de tout simplement savoir aussi mettre tout cela en œuvre, parce que moi je suis pour qu'on puisse aller avec la manière, parce que c'est vrai qu'il y a des situations qui choquent, et quand on vous explique, vous demandez pourquoi on ne radie pas, pourquoi on ne passe pas à des mesures radicales, mais des fois quand on vous explique le manque de personnel ou bien d'autres situations, ça vous permet de relativiser un peu la situation. Mais j'espère qu'on va en tirer les meilleures leçons, surtout faire en sorte que notre réflexe, surtout qu'on a une population pauvre, puisse être d'abord d'aller au niveau des services publics. Quand j'ai un problème, que je puisse aller à Yalgado, que je puisse avoir les soins comme il se doit, et voilà, pour résoudre mon problème, au lieu que, en sachant d'avance que je n'aurai pas le service au niveau donc de l'hôpital public, je sois obligé d'aller débourser des sommes colossales pour me faire soigner au niveau donc du privé. Si vous me permettez une parenthèse pour dire que ça c'est déjà bien, mais au-delà, je crois qu'il y a des problèmes de fond.
donc en termes de fonctionnement des centres de santé. Quand on vous dit comment de Yalagado, on s'est retrouvé avec Bogodogo, et je ne sais pas s'il faut parler même de deal à l'interne du matériel qui avait été acquis dans un premier instant pour l'hôpital, pour Yalagado. Après, on se retrouve dans un débat où on ne sait pas s'il faut maintenir Yalagado ou il ne faut pas le maintenir, qu'on amène ça ailleurs et que Yalagado continue de fonctionner dans cet état. Quand vous dites à un certain moment qu'on avait besoin de 5 milliards pour mettre Yalagado aux normes et qu'on a peiné, donc sinon qu'on peine à trouver ces 5 milliards pour mettre, ça veut dire que des fois on ne prend pas conscience de la situation. Donc cette décision montre qu'on veut accorder beaucoup plus d'intérêt au centre de santé public. On demande davantage au ministre de la Santé d'aller plus en profondeur pour donner vraiment un visage humain à nos centres de santé public. D'accord. Issa Sigiri, une réaction? Alors, c'est une bonne chose de réglementer le secteur de la santé parce que l'objectif in fine c'est de donner un système de santé performant au peuple burkinabé, et ça c'est très important et c'est une très bonne chose. Il faut réglementer parce qu'il y a beaucoup de désordre comme il le disait tout à l'heure, mais il faut savoir réglementer, ça c'est de mon point de vue, parce qu'il ne s'agit pas ici d'opposer le privé au public, c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est d'offrir un plateau technique très intéressant au peuple burkinabé, de sorte qu'on puisse réduire à leur simple expression le nombre d'évacuations à l'étranger. Alors, pourquoi je dis cela? Parce que, à mon avis, on n'a pas tenu compte, quand je lis le communiqué, on n'a pas tenu compte de la culture des résultats. On donne le nombre d'heures qu'il faut dans le privé. Moi, j'aurais souhaité qu'on fasse comme au niveau de l'enseignement supérieur, où on a un volume horaire affecté à chaque enseignant. Si vous finissez votre volume horaire réglementaire, le reste de votre temps là, si vous voulez, vous pouvez aller veiller ailleurs, vous pouvez aller faire tout ce que vous voulez. Ce que je veux dire, par exemple, si on dit, bon, chaque médecin spécialiste a tel volume horaire à passer dans les hôpitaux publics, et le généraliste, ainsi de suite, tout le monde, et ensuite, le reste de votre temps là, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Mais tel que dit, je peux venir m'asseoir dans un hôpital public, mais je ne fais rien. Voilà, et c'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est que même si l'agent de santé, le médecin généraliste ou spécialiste passe 2 heures dans un centre de santé public, que ces 2 heures-là soient consacrées en tout cas à travailler correctement, à servir le peuple burkinabé, à soigner les citoyens burkinabés. Ça, c'est le plus important. Mais il y a des questions de fond qu'il faut voir pour quand même donner quand même aux Burkinabés la possibilité de se soigner au Burkina Faso. Combien d'hôpitaux nous disposons aujourd'hui au Burkina Faso? Combien d'hôpitaux de référence nous disposons aujourd'hui? Alors, combien d'hôpitaux ne fonctionnent pas au Burkina? Quelle est la quantité de matériel, comment on appelle ça, désuète qu'on a dans nos hôpitaux? Tout ça sont des questions de fond qu'il faut revoir afin de passer un peu à une autre étape. Pour ne pas que chaque fois on prend des mesures, pour ne pas que ça donne des fruits beaucoup plus tard. En tout cas, c'est un secteur qui a besoin d'être réglementé pour quand même permettre aux Burkinabés de se soigner convenablement. D'accord, très rapidement, Idriss Koumbem. Ok. Et sur la question, je pense que, comme les uns et les autres venaient de le dire, quand on parle de réglementation, c'est-à-dire qu'on a constaté qu'à un moment donné, il y a des dysfonctionnements et qu'il y a la nécessité de revoir les choses pour recadrer. Et prenant la décision de cette manière, c'est à saluer, voilà, parce que le constat aussi qu'on fait est qu'il y a beaucoup de travailleurs, d'agents de santé au niveau du public qui sont particulièrement, beaucoup passent plus le temps au niveau du privé. Et pour les voir, c'est difficile. Souvent, vous partez dans un hôpital public, vous prenez un rendez-vous 2 jours, 3 jours, ils vous donnent rendez-vous dans une clinique. Voilà. Et quand vous arrivez, vous avez des problèmes. Voilà, c'est des cas qu'on a vécu. Mais, comme on l'a dit, il ne faut pas mettre les charrues avant le bœuf. Il y a les conditions aussi, voilà, de vie et de travail de ces agents du public là qu'il faut revoir. Parce que si les gens sont amenés à aller monnayer leurs services au niveau du privé, c'est à quelque part aussi, voilà, que les
meilleures conditions de vie et de travail aussi ne sont pas aussi ça. Et c'est à ce niveau aussi que le gouvernement on est attendu. Voilà, parce que je voyais tout dernièrement que des agents de santé affectés au niveau de l'Agence nationale des soins et de gestion des soins de santé primaire qui a été créé en 2018, je crois, a fait plus de 36 mois sans salaire. Voilà. Et jusqu'en mars dernier, le problème n'était pas encore réglé. Voilà. Par exemple, des personnes comme ça, ils se retrouvent dans cette situation. Bon, ne les en voulez pas. Voilà. On ne peut pas les en vouloir d'aller de temps à autre, voilà, monnayer leurs services au niveau du privé pour avoir de quoi, je vais dire, subvenir à leurs besoins pour pouvoir travailler. Donc, il y a ces conditions de vie et de travail que le gouvernement aussi doit travailler, en tout cas, à hausser les niveaux pour que ça soit vraiment très acceptable. Et quand c'est comme ça, vous verrez que naturellement, les gens ne vont pas, en tout cas, aller passer plus le temps du privé parce qu'ils n'auront plus d'intérêt comme ça. Il faut donc trouver le juste milieu, en fait. Et nous allons passer à un autre sujet dans cette émission. La Constitution actuelle est remise en cause par une partie de la population à l'image des récents meetings de soutien au régime actuel de la transition. Ces populations estiment qu'elle ne serait pas conforme à nos valeurs. Au niveau de l'exécutif, le chef du gouvernement ne cache pas non plus son ambition sur la question. Ousmane Paré, que reproche-t-on à la Constitution actuelle? C'est la question que tout le monde se pose. Et comme vous l'avez dit, on trouve que ce n'est pas du tout adapté. Et j'ai même vu dans une belle interview du journal Le Pays, un des marcheurs qui dit qu'ils ont appris, on ne sait pas de qui, que c'est à cause de cette constitution que notre pays a beaucoup de problèmes, que les jeunes ne gagnent pas de travail, parce que c'est une constitution qui nous a été imposée. Alors que quand vous regardez pour ce qui est le plus concerne de l'histoire de notre Constitution, je crois que depuis maintenant, en tout cas toutes les réformes qu'on essaie d'entreprendre, ce sont des réflexions endogènes. Et vous avez vu que le président Roch Kaboré avait voulu passer à une 5e République et on a vu le processus qui avait été enclenché pour permettre la révision de la nouvelle Constitution, même si on n'a pas... Ça avait été annoncé au premier mandat, ça n'a pas eu lieu. Ça n'a pas eu lieu, mais les travaux ont eu lieu. Donc on a les Burkinabés de l'extérieur, toutes les compétences sont internes. Et je crois que les éléments qui avaient fuité, il y avait de très belles propositions dans cette constitution. Ce qui est bizarre ici, c'est que le pouvoir actuel ne nous dit pas ce qu'il reproche à la constitution. Et l'autre chose, c'est la manière dont justement ces jeunes-là, toutes ces personnes sont instrumentalisées. Je sais que ça va choquer, mais c'est le cas. Parce qu'officiellement, il n'y a aucun discours par rapport à la constitution. Et moi, ça m'a un peu peiné de voir que ce sont des gens qui sortent comme ça, à travers une conférence de presse qui annonce la révision de la Constitution. Au début, ce n'était même pas ça. Les premiers visuels qui ont fuité disaient oui à la nouvelle Constitution. Ce qui laisse sous-entendre qu'il y a eu déjà une équipe qui a déjà travaillé sur une Constitution qu'on veut adopter. Ça, ce n'est pas officiel. C'est pas officiel. Mais je dis, les premiers visuels de ceux qui sont sortis pour marcher disaient tout simplement oui à une nouvelle constitution quand ils annonçaient leur marche. Les gens ont critiqué sur les réseaux sociaux. Les gens se sont demandé depuis quand on a adopté une nouvelle constitution. C'est là que les visuels ont été repris. Et ils ont dit, on veut modifier la Constitution parce qu'on n'est pas d'accord avec l'actuelle Constitution. J'aurais préféré que le débat parte du gouvernement. J'aurais aimé que ça parte du Conseil national de la transition, l'ALT, l'Assemblée législative de transition, mais rien de tout cela. Ce sont des gens qu'on ne connaît pas du tout, qui n'ont aucune légitimité. Je ne sais pas si ceux-là, en tout cas, ont un récépissé. S'ils ont un récépissé, ça va poser problème parce qu'ils ont pris le même nom qu'une structure célèbre, bien organisée qui existe déjà, la coordination nationale donc des OSC. Si le ministère de l'administration territoriale a donné encore un récépissé à une autre structure avec la même dénomination, ça pose problème. Ceux qui sont présentés devant les médias, peut-être d'autres personnes, on ne les connaît pas, on ne sait pas d'où ils viennent. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils sont le soutien du régime actuel. Parce que on sait que les manifestations sont interdites, mais ils ont pu organiser leurs manifestations. Je crois que la télévision nationale a consacré plus de 20 minutes justement à leur marche. Ce qui est quelque chose d'extraordinaire. Donc je ne sais pas ce qu'on reproche à la Constitution, mais ce que je dis, c'est d'interpeller le régime, le pouvoir actuel, surtout à faire beaucoup attention. Parce qu'il y a des erreurs qui peuvent être fatales. Vous dites que vous êtes venu pour la situation sécuritaire, ça ne va pas sur le plan sécuritaire, mais les gens acceptent, les gens se disent il faut se donner la main pour qu'on puisse progresser sur la question. Vous ne pouvez pas laisser ce défi
et aller mener un combat inutile. Parce que s'ils ouvrent ce front, il va falloir attendre justement que les gens puissent les attaquer au moins sur ce front. Il ne faudrait pas qu'après, on vienne dire que les gens sont en train de les empêcher justement d'avancer sur la question sécuritaire. On les implore, genoux à terre, de se concentrer sur la situation sécuritaire. La question de la Constitution, qu'ils laissent ça après. S'ils veulent modifier la Constitution, ce n'est pas grave. Qu'ils passent par le chemin qu'il faut, notamment l'Assemblée nationale, les ESC et autres. Il ne faudrait pas qu'ils passent par ces individus-là pour régler la question. Alors, Issa Sigiri, il pose le problème de la légitimité pour les autorités de transition de poser le débat sur cette constitution. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas une question de, à mon avis, c'est pas qu'ils sont pas légitimes ou ils sont légitimes. Dans la vie d'un individu et dans la vie d'un État, il y a des priorités. Et aujourd'hui, la priorité, ce n'est pas une constitution, encore moins une élection. La priorité aujourd'hui, que les Burkinabés puissent aller partout au Burkina Faso. La priorité au Burkina aujourd'hui, c'est que les déplacés internes puissent regagner leur lieu d'habitation et que chacun puisse vaquer correctement à ses occupations. C'est ça la priorité. Mais maintenant, pour revenir à cette constitution, prétendue constitution, et on a l'impression que on avance toujours masqué avec des objectifs souvent inavoués. Et j'aime être à certains lieux pour pouvoir vivre certaines choses. Et puis je disais tout à l'heure que le procès était un cours de sciences politiques. Et ce meeting-là aussi était en quelque sorte un cours de sciences politiques. J'y étais et j'ai tendu mon micro à, en tout cas, plus d'une dizaine de personnes. Mais je n'ai vu personne me donner un raisonnement cohérent sur la nécessité d'aller vers une nouvelle constitution. C'est vrai, on peut revenir sur la question de la refondation parce qu'on ne peut pas parler d'une question de refondation sans toucher la constitution. Mais ce qui a avancé ici comme nécessité de revoir la constitution, franchement, ça m'a fait sourire. Tenez-vous bien qu'il y a une dame qui dit qu'il faut changer la constitution de sorte qu'une femme ne puisse plus traduire son mari en justice et qu'un enfant ne puisse pas traduire sa mère en justice. Alors, dites-moi, dans la constitution burkinabé, quel est l'article qui empêche une femme, par exemple, de traduire en justice un mari qui la violente, par exemple? Non, il n'y en a pas. Donc, c'est-à-dire que les éléments qu'on donne, qu'on avance pour demander la modification de la Constitution, vraiment, on ne voit pas très chaud. Alors qu'aujourd'hui, on a besoin d'une synergie d'action pour pouvoir faire face à la menace qui est là. Et la menace aujourd'hui, ce sont les attaques terroristes. C'est ça le plus important. D'accord, mais parmi ces raisons, on dit que la Constitution n'est pas conforme aux valeurs. Qu'est-ce que vous en pensez, Joachim Voukouma? Oui, on a écouté, le Premier ministre l'a dit. J'ai même vu une vidéo, je ne sais pas où est-ce qu'il était en campagne, en tout cas d'explication sur la nouvelle Constitution, où il disait que la Constitution doit refléter nos valeurs. Et s'adressant à un chef traditionnel qui était là, il disait, est-ce qu'il viendra à l'idée de quelqu'un de venir faire un coup d'État contre le chef qui est assis? Bon, ça a provoqué un rire général. C'est l'exemple qu'il a pris pour montrer que la Constitution actuelle là ne prend pas en compte nos valeurs, parce que si ça ne veut plus en compte nos valeurs, il n'y aurait pas de coup d'État. C'est ce que j'ai compris. Et c'est la thèse aussi que défend le ministre d'État Bassol Mabazié, qui explique par exemple que pour prêter serment, c'est pas suffisant de lever la main comme ça devant des juges, dire que je jure de respecter la Constitution, etc. Mais il faut faire plus, c'est-à-dire ajouter des éléments traditionnels qui sont liés à notre culture. Et il explique bien que hier même j'étais à un débat de la diaspora où il était là-bas, où il a encore expliqué que voilà, quand on jure devant les valeurs traditionnelles, il n'y a pas de confession à faire. La confession, c'est au cimetière, quand on ne respecte pas sa parole.
voilà, bon, des éléments culturels comme ça. Par exemple aussi la haute cour de justice qui est décriée, qui est un vrai débat effectivement, puisque depuis que cette disposition existe, on n'a vu aucun ministre, un ancien ministre jugé. Le dernier gouvernement de Blaise Compaoré est toujours là. Et c'est de même un problème même pour les anciens ministres qui ont besoin d'être jugés pour pouvoir vaquer tranquillement à leurs occupations, parce qu'actuellement ils sont victimes de blocages dans la liberté de circulation. Donc tous ces éléments-là, en tout cas, s'il y a une réforme constitutionnelle à faire, il y a beaucoup de choses qu'il faut apporter. Maintenant, c'est dans la forme. Comment on s'y prend? Tout à l'heure, lui, il a parlé de la légitimité. Qu'est-ce que vous en pensez sur cet aspect? Non, la les autorités de transition. Oui, non, la charte de la transition a confié 6 missions à la transition. Je les lis rapidement. Rétablir et renforcer la sécurité sur l'ensemble du territoire national, apporter une réponse urgente, efficace et efficiente à la crise humanitaire, promouvoir la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption, engager des réformes politiques, administratives et institutionnelles en vue de renforcer la culture démocratique et consolider l'état de droit, œuvrer à la réconciliation nationale et la cohésion sociale et assurer l'organisation d'élections libres, transparentes, équitables et inclusives. Donc, les réformes politiques, là, effectivement, ça inclut la Constitution. Non, je parlais des acteurs, en fait, qui sont sortis manifester. C'est là que j'ai parlé de récépissé. Ah, d'accord, ok, voilà. Donc, donc ça, ce qui y a besoin de réforme, ça c'est tout à fait normal. Maintenant, justement, moi j'y étais aussi, et c'est vrai que quand tu discutes avec ceux qui étaient là-bas, bon, tu ne comprends pas très bien, et eux-mêmes ils comprennent pas. Beaucoup ne comprennent pas très bien l'objet de leur présence et là-bas, et le mot d'ordre qui a été affiché, ils comprennent. Bon, ça c'est autre chose, il faut fermer cette parenthèse-là. Mais c'est la forme qui mérite d'être posée. C'est-à-dire que si on veut faire une nouvelle constitution, il y a plusieurs formes. Soit, comme ça a été fait dans la précédente constitution qui est prête, une constitution qui est prête, à un moment, il était question de passer soit par le référendum, soit par l'Assemblée nationale pour être adoptée. Donc ça, c'est déjà prêt. Parce qu'on avait fait une assemblée constitutionnelle avec la diaspora qui était venue. Soit on veut faire la même chose, soit on désigne des personnalités connues pour leurs compétences, leur probité morale. Ils font une proposition et après ça va faire l'objet d'un débat et puis on adopte. Bon, sauf que le gouvernement actuel ne communique pas sur ça. Je pense que le problème vient de là. C'est-à-dire qu'on a le sentiment qu'il y a quelque chose qui se fait, clandestinement. On ne sait pas très bien qui fait quoi, et les gens ont peur que du jour au lendemain on sorte quelque chose comme ça pour dire voilà ce qui a été proposé, et là ça risque de poser un problème de forme et de fond, et on risque de perdre du temps, alors qu'en ouvrant tout de suite, en étant plus transparent dès maintenant, ça permet à tout le monde de s'associer et d'apporter des propositions pour que on puisse avoir une nouvelle constitution qui soit consensuelle et qui soit durable, comme celle de 91. Ça fait quand même depuis 91 qu'elle est là, a eu des réformes, mais quand même, bon, elle tient encore la route d'une certaine manière. Donc, parce que ça avait eu une sorte de consensus. Donc, c'est la forme pour l'instant qui m'intéresse. Dans le fond, effectivement, beaucoup de propositions seront faites, mais je pense que le gouvernement actuel doit ouvrir le débat le plus tôt possible. Alors, vous parlez de consensus, d'ouvrir le débat. On a vu le récent blocage avec le MATD lorsqu'il était question de demander aux différents partis politiques d'apporter des propositions. Ces partis ont posé sur la table la mesure de suspension. Qu'est-ce qu'on en fait, Idriss Combem? Bon, c'est justement ça le véritable problème. Au même moment, vous savez que la Constitution a été rétablie, mais il y a une charte qui est également au-dessus, tu coordonnes, et qu'il y a la Constitution également. C'est la même chose avec la suspension des partis politiques. On veut leur participation. En même temps, il y a des lois qui ont été prises pour, en tout cas, limiter un peu, interdire les activités, et ça pose véritablement problème dans le fonctionnement
la vie de la nation, parce qu'il faut que tout cela soit de façon participative, il faut inclure tout le monde et que c'est ensemble qu'il faut décider, parce qu'il ne faut pas voir l'instant T ceux qui dirigent le pays. Si c'est une constitution, c'est quelque chose qui va s'appliquer à des générations à venir, voilà, parce que celle que nous avons actuellement été de 1991 et elle est toujours en vigueur, c'est-à-dire qu'il faut anticiper et ne pas voir ceux qui sont actuellement au pouvoir, et c'est tout cela la difficulté. Malheureusement, le cas que nous constatons est que il y a toujours un flou qui pervertit un peu même le débat sur la question. Moi, je ne savais même pas que le débat déjà de la Constitution était déjà à l'ordre du jour. Jusqu'à ce que le samedi dernier, je vois des manifestations, le mot d'ordre de oui à la nouvelle Constitution, oui. Bon, le Premier ministre l'avait annoncé, mais il n'avait pas donné en tout cas un temps précis. Il n'y avait pas de temps précis. Et que la question aussi surgisse à ce moment, ce n'est pas un fait anodin, et que ça soit porté lors des manifestations de soutien au pouvoir, ça amène à se poser beaucoup de questions. Et comme le doyen venait de le dire, les gens s'inquiètent. Est-ce que les gens n'ont pas déjà concocté quelque chose et on fait un ballon d'essai? Voilà, on donne le mot d'ordre aux jeunes, à des organisations un peu connes, mais qui sont acquis à sa cause, et ils font sortir les débats. Et quand c'est comme ça, tu vois que nous tous on en discute. Voilà, ce n'était pas un débat, mais voilà que c'est devenu un sujet d'actualité. On sort quelque chose, on dit voilà, c'est ça. Et toujours sur les réseaux sociaux et autres mouvements de soutien, c'est que moi j'ai pu constater et que voilà, il y a les agendas cassés aussi, il ne faut pas occulter, parce que j'ai vu un qui disait que non, il faut modifier la Constitution parce que s'il y a des élections, tout le monde doit aller. Voilà. Donc il y a des gens qui sont là aussi parce que la Constitution actuelle interdit à ceux qui sont au pouvoir là, s'il y a des élections, ils ne peuvent pas se représenter. Mais les gens disent que non, il faut réviser. Il y a certaines personnes qui disent, à travers bien sûr, parce que le mouvement c'est les réseaux sociaux, ce ne sont pas des structures légalement reconnues. Voilà. Donc on ne peut pas dire c'est une telle structure qui porte cette revendication là ou bien ce mot d'ordre là. Mais il y a des gens qui pensent qu'aujourd'hui, s'il y a, en voulant réviser la Constitution, bien entendu, il faut inclure cet aspect là pour que voilà, ceux qui sont actuellement puissent participer aussi au jeu électoral si bien entendu on veut aller à de nouvelles élections. Donc il y a autant de questions qui montrent que véritablement aussi, il y a des intérêts, en tout cas inavoués, qui se cachent derrière cette situation, et qu'il faille que les autorités actuelles sortent de façon officielle pour clarifier la situation et voir dans quelle mesure et la forme, voilà, qu'on va passer pour adopter une nouvelle constitution, si véritablement il y a nécessité. Sinon, qu'elle ne répond pas à nos valeurs, ça peut être vrai. Il y a certaines dispositions qu'on peut apporter, auxquelles on peut apporter des griefs, mais tout compte fait, tout cela doit être un processus qui doit inclure tout le monde, et ce n'est pas véritablement à des gens de sortir dans la rue et déjà donner des directives, dire qu'il faut changer ici, il faut changer et par là. Ce n'est véritablement pas quelque chose qui promet que ça sera accepté de tous en fait. D'accord. Alors Issa Sigiré, en marge de ces meetings, on a aussi vu des pancartes oui au référendum, et déjà beaucoup disent que si référendum il peut y avoir pour changer la Constitution, c'est vrai que tout à l'heure Joachim Voukouma a parlé de la possibilité d'aller avec l'Assemblée législative de transition, mais si référendum il doit y avoir, c'est quelle élection il peut y avoir également? C'est l'avis de certains, quelle est la vôtre? C'est là toute la difficulté avec les manifestants du week-end dernier. Une constitution, elle est importante. Elle régit la vie d'une nation. C'est la plus grande des lois d'une république. Donc, pour adopter une nouvelle constitution, il faut qu'il y ait d'abord un consensus. Il faut que tout le monde adhère pour que on puisse quand même accepter le contenu, parce que c'est un chemin qu'on va tracer, sur lequel nous allons marcher, et que peut-être nos enfants, nos futurs petits-enfants vont marcher. C'est là une voie qu'on doit tracer. Donc pour tracer cette voie-là, il faudrait que tout le monde soit d'accord. Or, ici, on voit beaucoup de choses. De un, on avance déjà masqué. Là, ça pose déjà une difficulté. De deux, la réalité du terrain même nous amène à croire qu'il y a des contradictions. Aujourd'hui, quand on parle d'élection déjà, ça irrite.
une certaine partie des Burkinabés, parce qu'ils estiment que la situation est telle qu'on ne peut pas organiser une élection. Est-ce que le contexte sécuritaire ne prévaut pas également? Oui, c'est pas faux. Ce qu'on entend de dire, c'est pas faux. Ceux qui pensent qu'on ne peut pas organiser une élection actuellement parce qu'il est difficile d'avoir accès à tout le territoire national, c'est pas faux. Ce sont des arguments bien solides. Mais dans le même temps, que des gens viennent parler de constitution, d'adoption d'une nouvelle constitution, comment ça va se passer? Pour l'adoption d'une nouvelle constitution, il faut passer par un référendum. Et un référendum où on va adopter, où on va organiser ce référendum. Évidemment, si on doit organiser un référendum, c'est tout le territoire national. Il y a une modification. On peut modifier simplement la Constitution. Là, on peut passer par l'Assemblée nationale pour adopter juste quelques articles qu'on règle. Mais adopter une nouvelle Constitution, passer à une nouvelle République, cela quand même demande une large concertation, d'où une élection sur le territoire national. Et c'est là où le débat devient intéressant. Comment on peut organiser un référendum et pourquoi pas une élection? En tout cas, tous ceux qui sont cohérents et logiques ont du mal à comprendre cette démarche-là. Mais c'est dans l'intérêt de nos autorités de parler avec les Burkinabés. Les Burkinabés comprennent la situation. Sinon, quand on regarde l'histoire ou ce qui s'est passé depuis le début en 2022 jusqu'à aujourd'hui, les Burkinabés ont été suffisamment compréhensifs. Il faut leur expliquer un certain nombre de choses et vous verrez que l'adhésion va venir d'elle-même. D'accord, réaction rapide, Joachim Boukouma. Non, parce que sur la manière d'adopter la Constitution, par exemple, si c'était une Assemblée nationale des députés élus, on pouvait bien adopter la Constitution par l'Assemblée nationale. C'est possible. Il y a deux possibilités, soit le référendum, soit par l'Assemblée nationale. Et d'ailleurs, au meeting dernier, le porte-parole du coordinateur, Ghislain Dabiré, m'a expliqué que non, qu'il faut passer par un référendum parce que c'est plus démocratique. Ce qui est vrai. C'est-à-dire qualitativement, l'adoption de la Constitution par référendum, c'est quand même supérieur à l'adoption de la Constitution par l'Assemblée nationale. Mais les deux sont possibles. Sauf que la légitimité actuelle de l'Assemblée législative de transition pose problème pour adopter une Constitution. Donc, à mon avis, s'il doit avoir une forme à choisir, ce sera par le référendum. Et c'est là justement que la question se pose. Est-ce que si on peut faire une élection, un référendum, ne peut-on pas organiser une élection présidentielle et les élections législatives, sachant que le scrutin, la présidentielle, c'est un scrutin national. Et les législatives, c'est provincial, mais quand on regarde l'essentiel des déplacés internes là, ils sont restés dans la province d'origine. C'est peut-être les municipales que ça peut poser un problème, mais déjà en 2020, la question était déjà posée et on avait trouvé une solution. Donc tout ça, j'ai dit que c'est dans la forme. S'il faut vraiment faire une nouvelle constitution, c'est dans la forme il faut changer les choses. D'accord, on va terminer avec vous, Ousmane Paré, sur le sujet. Beaucoup estiment également qu'en termes d'ambition de réforme, le Burkina s'inspire du Mali voisin. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais je crois que les gens l'ont toujours dit, nous sommes, je ne sais pas s'il faut dire une copie, mais en réalité, nous sommes le reflet du Mali. Malheureusement, on ne fait que tomber. Et ce qui est bizarre, c'est que ce n'est pas forcément les bons aspects qu'on copie, c'est tout ce qui a bizarrement de mauvais et on tombe toujours dans les mêmes travers que le Mali. Il y a des gens qui ont bien fait de dire il y a longtemps le changement de constitution n'est pas mauvais. Non, mais la manière, c'est surtout ça. En fait, ce que je crains, peut-être vous ne voyez pas ce qu'il y a en moi, que en fait la question de la constitution ou la question en fait d'autres questions politiques ne soit pour ce régime ce qui est la question donc de la réconciliation a été pour Damiba en réalité. C'est un agenda secondaire. Comme je le dis, aujourd'hui les gens acceptent tout. C'est pas que ça va. La situation ne fait que se détériorer. Mais les gens disent de toute façon, qu'est-ce qu'on fait? On accepte avec lui en attendant. Peut-être soit à la fin, peut-être ça va s'améliorer, etc., etc. Mais si vous laissez le front sécuritaire et que vous tombez dans ce débat, donc vous donnez tous les fouets justement à vos adversaires pour vous fouetter. D'abord, comme mes confrères l'ont dit, si vous voulez faire un référendum, qu'est-ce que vous allez dire aux hommes politiques, aux autres acteurs que vous ne pouvez pas tenir des élections pour laisser le pouvoir? Vous dites que vous ne pouvez pas, quand on ne parle pas d'élections, parce que la priorité, c'est la question sécuritaire. Les gens disent, il n'y a pas de souci. Vous êtes dans l'achat de la transition, prévoir
2 ans pour la transition, les délais arrivent, les gens ne parlent pas parce qu'on dit que la situation sécuritaire, ça ne va pas. Mais si vous dites que vous voulez faire un référendum, donc ça veut dire que vous pouvez tenir des élections, vous êtes donc de mauvaise foi. Et là, les gens ne vont pas pardonner ça. Ça, c'est le premier. L'autre élément, et le doyen a bien fait de parler de la sortie du ministre de l'Organisation territoriale Barcelone basée du Premier ministre. Mais quand vous voyez ce qu'on dit... Fonction publique. Pardon, la fonction publique du moins. Quand on voit ce qu'on dit, vous demandez à qui on s'adresse, en réalité. Quand tout un ministre dit que quand on prête serment sur les fétiches, que le rendez-vous c'est directement au cimetière. Le ministre Bassoman Bazé n'a jamais caché ses croyances. Mais je suis d'accord. Mais c'est quoi des bêtises les gens font sur les fétiches? Non, pas de bêtises. Non, je parle de bêtises parce qu'au fond c'est ce qui se passe. J'ai du respect pour toutes les régions, pour toutes les croyances. Mais quand vous biaisez le débat de la sorte, en réalité vous ne faites que vous créer des adversaires. Et ça ne fait que pourrir davantage la situation. C'est là que je disais tantôt que c'est mieux de se concentrer sur l'essentiel. Donc ça vous évite justement d'aller sur ces traces. C'est la même chose. Le même jeu auquel joue le Premier ministre depuis le début, que ce soit dans son discours d'orientation, la déclaration de politique générale, il est revenu là-dessus dans son discours sur la situation et à bien d'autres occasions. Si on veut justement revenir aux religions dites traditionnelles, je crois qu'on peut trouver d'autres moyens, mais on mène le débat donc sur le plan national. Vous n'avez pas demandé aux gens de laisser leur religion et de revenir justement de faire un recours ou bien un retour à la religion traditionnelle, parce que c'est le débat en creux en réalité qui est en train de se poser. Le ministre de la fonction publique l'a dit à plusieurs reprises. Mais ce dont parle le ministre, ça se fait dans des pays ici en Afrique comme au Nigeria. Je suis d'accord. Ce que j'ai dit, je suis d'accord, mais vous ne pouvez pas l'imposer justement aux gens. Donc, comment vous faites la réforme de la Constitution? Quel consensus vous trouvez autour de ces questions? C'est ça le plus important. Donc, il faut aller ouvrir le débat si on pense qu'on y est. Et puis maintenant, peut-être on va désorienter le débat sur la question sécuritaire. Personne ne sait ce que ça va donner. Oui. Alors, très rapidement, on a fait une émission. Un référendum a un coût. Et comment on arrive à mobiliser de l'argent, je dis bien de l'argent dans ces conditions-là pour organiser un référendum, sachant que on a beaucoup de difficultés sur un certain nombre de choses. Tout ça, ça reste des questions. Même pour des questions logistiques, ça pose quand même, on a quand même quelques soucis à rattraper à ce niveau-là. D'accord. Et on termine par le Sénégal. Pour cette tribune, le président sénégalais Macky Sall renonce finalement à un 3e mandat. L'édito des éditions Le Pays sur la question est intitulé « Une décision qui vaut son pesant de paix pour le Sénégal ». Oui, effectivement, et toutes les attentions étaient cristallisées sur le fameux discours de Macky Sall, à savoir est-ce qu'il doit rebelloter ou encore il doit laisser le pouvoir à un autre. La question était posée parce qu'il y a eu beaucoup de supputations là-dessus. Ses adversaires disaient haut et fort que Macky Sall voulait un 3e mandat et lui a quand même fait un long mystère, a quand même s'est tué sur la question. Il a quand même entretenu le mystère pendant un bon bout de temps et finalement il a fini par dire haut et fort qu'il allait renoncer. Rappelez-vous que les 3e mandats ont causé beaucoup de problèmes dans nos pays. Au Sénégal, avant lui il y a eu Abdoulaye Wade qui a voulu un 3e mandat. Il sait comment ça s'est terminé. Au Burkina Faso il y a eu Blaise Compaoré qui a voulu un 3e mandat. On sait comment ça s'est terminé. En Côte d'Ivoire, Alassane a eu un 3e mandat. Il a réussi, mais au prix de combien de pertes de vie? 80 morts. Est-ce que pour qu'une seule personne reste au pouvoir, il faut sacrifier autant de vies? Et visiblement, le Sénégal allait être fortement troublé dans la sous-région. Alors qu'aujourd'hui, le Sénégal est considéré comme le pays le plus démocrate en Afrique de l'Ouest, surtout les pays francophones. Oui, donc dire publiquement qu'il ne sera pas candidat, ça apaise beaucoup et ça permet quand même d'éviter les violences qu'on pourrait enregistrer s'il devait encore rebelloter. Et on termine avec votre 2e édito, toujours sur le Sénégal. Vous estimez que la rénonciation au 3e mandat, c'est du sable versé dans le tchéboudien d'Ousmane Sonko. Effectivement, et Ousmane Sonko avait fait de 3e mandat
de Macky Sall un élément qui lui permet de mobiliser les foules et qui lui permet d'adhérer, d'avoir des adhésions. Mais du coup, si on lui enlève cet argument-là, du coup, on lui enlève beaucoup d'arguments et c'est pour cela qu'on a fait ce lien-là entre le riz gras sénégalais et pour ne pas dire mettre du sable dans son couscous. Au Sénégal, on parle du riz gras. En tout cas, il tente de revenir parce qu'il a accordé une interview à France 24 hier où il veut rester sur le débat politique. Mais en tout cas, la rénonciation de Macky Sall lui enlève beaucoup d'arguments et c'est ce qu'on a tenté d'expliquer dans notre édito. Et c'est tout pour ce numéro de votre émission, La Tribune des éditos. On ne cessera pas de vous le rappeler, c'est une émission qui donne uniquement la parole aux professionnels des médias. Merci à vous qui l'avez suivi. On se retrouve, Dieu voulant, le week-end prochain pour un autre numéro. Mais d'ici là, portez-vous bien.